Le jardin. Espace 2, Yves Bron. Le rendez-vous quotidien de l'actualité culturelle, c'est dans Dardar sur Espace 2. Nous sommes le samedi 19 avril. Bonjour et bienvenue. La deuxième édition du festival Fleurs et Sens se déroule actuellement à Satigny, près de Genève, un festival qui allie musique classique, grand vin et gastronomie, programme riche et digeste donc, avec l'invitation notamment de Claude Lebet, luthier suisse installé à Rome depuis quelques années. Claude Lebet est une référence internationale dans le monde de la lutherie et parallèlement à l'exercice de son artisanat, il écrit sur sa passion. Il vient de faire paraître son dernier ouvrage, un ouvrage dédié à la ville éternelle et à ses facteurs d'instruments, Roma e i suoi loitari, c'est le titre de cet ouvrage. Claude Lebet est avec nous en duplex de Genève pour en parler dans quelques instants. Cinéma avec le festival Vision du réel qui se déroule en ce moment et jusqu'au 23 avril à Nyon. Demain à 13h30, projection du film Article 43 de la réalisatrice suisse Denise Gillian. Elle a suivi un atelier cinéma dans une prison vaudoise pendant une année. Interview de Denise Gillian en compagnie de Nicole Duparc. Jordi Saval et sa famille sont en concert demain soir à 17h à l'abbaye de Bonmont. Du temps et de l'instant, le titre du programme proposé, c'est également le titre d'un disque, un programme riche et varié qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Nous entendrons le grand maître de la viole de gambe au téléphone d'Alexandre Barlet. Alexandre Barlet qui a suivi également pour vous la dernière conférence de presse de l'Opéra de Lausanne qui a annoncé hier son programme pour la saison lyrique 2008-2009. Compte rendu de cette conférence tout à l'heure et en primeur dans Dardar. Et comme hier c'était la première de Giulio Cesare, l'opéra de Handel, avec notamment la star Andreas Scholl dans le rôle principal, eh bien nous aurons droit également à quelques impressions sur le spectacle proposé actuellement à la salle Métropole. Un dossier théâtre également en nouvelle diffusion aujourd'hui avec la mise en scène d'un texte de Tennessee Williams, 12 oiseaux de jeunesse présentés à la Comédie de Genève jusqu'au 27 avril dans une mise en scène d'Andrea Novikov. Spectacle hybride qui mélange des techniques de théâtre et de cinéma. Un dossier préparé pour vous par Marc Berman et c'est Dominique Stalder qui est en régie. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dardar avec sortir.ch, l'agenda culturel du temps et de la TSR. Dardar. Nous allons commencer cette émission dans la bonne odeur des épicéas et des érables vieillis, avec en plus la douce musique des outils artisanaux qui viennent travailler le bois pour en faire un instrument de musique. Nous avons le plaisir d'accueillir en duplex de Genève le luthier Claude Lebet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques instants. Alors Claude Lebet, vos talents de luthier sont reconnus à travers le monde. Vous construisez et vous restaurez également des instruments pour les plus grands musiciens. Hier, vous étiez invité du festival Fleurs et Sens à Satigny pour présenter votre dernier livre intitulé Roma e i suoi loitari, consacré à l'histoire de la lutherie à Rome entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et il s'agit de votre 11e ouvrage, si je ne m'abuse. Cela veut dire que l'écriture est vraiment une seconde passion pour vous. Oui, c'est 11 ouvrages. J'ai écrit pas mal de choses sur mon métier, bien sûr, qui est ma passion d'abord. Et il y a quelques années, je suis parti m'installer de Suisse, où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, dans ma succursale que j'avais fondée il y a plus d'une dizaine d'années à Rome. Et la grande passion de la recherche, si vous voulez, qui est le complément de mon travail de l'établi, m'a fait trouver à Rome une tradition énorme de lutherie, justement entre le XVIe et le XVIIIe et le XIXe siècle. Là, c'est le travail d'une dizaine d'années de recherche. J'ai déjà récolté tous des renseignements sur les violons qui passaient dans mon atelier. Et puis ensuite, j'ai fait des recherches plus serrées au niveau de leur installation, les quartiers, les corporations, les grandes familles papales qui soutenaient ces chapelles musicales et les luthiers qui travaillaient pour eux. Et ça a donné un chant d'amour à la ville de Rome d'abord et à la culture qui était sous-jacente, enfin comme on le sait, à la ville éternelle. Donc l'âge d'or de la lutherie entre le XVIe et le XVIIIe siècle, l'âge d'or de la musique également et de l'art tout court, dit finalement. Effectivement. À Rome, on apprend que les luthiers romains étaient organisés en corporation à l'époque et que la plupart étaient, en tout cas au début, d'origine germanique. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer pourquoi ? Alors, c'est assez compliqué, mais au fond, finalement, l'histoire, la grande histoire, la réforme et la contre-réforme qui ont fait des ravages dans toute l'Europe, ont fait que les artisans de Füssen et de toute la Bavière du Sud, qui est un des berceaux de la lutherie,
on sont enfuis pour différentes raisons de l'Allemagne. D'abord, pas de travail, des cours qui ne travaillaient plus, des orchestres qui ne travaillaient plus, des persécutions religieuses. Et toute une corporation s'est formée à la Via dei Leutari, parce que moi j'ai la chance de travailler au centre de la vieille ville de Rome, où toutes les rues ont des noms de métiers. Il y a la Via dei Baulari, la Via dei Cartari, enfin toutes les rues étaient, dans ces rues-là étaient groupées des corporations. Et la Via dei Leutari existe toujours. Et dans cette via, dans cette rue, on trouvait des gens qui s'appelaient Stadler, qui s'appelaient Tekler, qui s'appelaient Platner, qui depuis des générations étaient établis à Rome, ayant trouvé refuge là d'abord pour des raisons religieuses, des raisons politiques, et ensuite pour des raisons purement matérielles, puisque ce sont les grandes familles comme les Doria Pamphili, les Colonna, enfin toutes ces grandes familles romaines qui avaient leurs palais papaux, entretenaient des chapelles musicales et des luthiers par conséquent. Mais toutes ces recherches, donc je me suis fait aider par un historien qui s'appelle Livio Crescenzi, qui m'a donné des pistes à suivre. Je suis allé aux archives, bien sûr, et donc, comme je répète, c'est le produit de plus de 10 ans de recherche dans une ville que j'aime. Et j'imagine que vous pouvez comme ça conjuguer la recherche historique et qu'en découvrant un certain nombre de secrets de l'époque, ça vous amène peut-être à vous améliorer aussi dans votre propre travail. Tout à fait. Donc hier encore, enfin, avant de venir à donner la conférence, j'ai passé la soirée précédente à redessiner un très beau modèle d'un alto romain, parce que j'ai une commande un peu spéciale d'un alto et je veux m'inspirer, je veux m'inscrire dans la ligne de la tradition romaine qui maintenant n'a plus beaucoup de secrets pour moi en tout cas. J'admire beaucoup justement le type de sonorité romaine, surtout pour les violoncelles et les altos, qui est une sonorité chaude, puissante, très ronde. Et c'est ce que veulent les instrumentistes, donc j'espère arriver à m'inscrire dans la digne ligne de mes prédécesseurs. D'accord. Alors, Roma e suoi Leutari, c'est le titre donc, de votre dernier ouvrage, Claude Lebet, un ouvrage, comme vous l'avez dit, accompagné d'un CD de musique d'époque, interprété, cela va sans dire, sur des instruments d'époque. Avant de nous quitter, j'aimerais bien qu'on parle, si vous le voulez bien, un petit peu de votre activité principale, la lutherie, parce que c'est un métier qui fait rêver pas mal de gens, notamment grâce aux secrets liés à la fabrication de ces instruments à cordes prestigieux. Alors imaginons peut-être quelques instants que nous ne sommes pas dans les studios de la radio suisse romande, qui sont quand même des lieux propices au rêve, mais dans votre atelier à Rome, qui se situe au cœur historique de la ville. Qu'est-ce qu'on y voit en ouvrant la porte ? En ouvrant la porte, d'abord, il y a un parfum. Un parfum, et même moi qui vis plus que 12 heures par jour, quand on entre là, on a d'abord une odeur de bois et surtout une odeur de vernis. Et puis, comme vous savez, les vernis, on les compose nous-mêmes à base de résine et de gomme naturelle. Ensuite, les solvants qui sont la térébenthine, l'huile ou l'alcool. Tout ça, ça donne des senteurs d'un autre temps. Et puis en plus, évidemment, le décor est très beau puisque je suis au Palazzo Ricci, qui est un palais du XVIe siècle. Donc il y a des voûtes, des colonnes, en fait, etc. Finalement, on travaille, on fait les mêmes gestes qu'il y a 2 siècles. On a les mêmes rabots, les mêmes couteaux, les mêmes canifs, les mêmes limes et les mêmes scies aussi qu'à l'époque. On a juste une petite scie à ruban qu'on utilise pour débiter les bois qui sont toujours coupés en Suisse, que j'importe depuis la Suisse, et qui est un peu caché quand même dans un petit local derrière. Mais sinon, pour le reste, ça reste totalement 18e. L'ambiance est totalement 18e. Donc, électricité mise à part, on pourrait se croire au 18e siècle en rentrant dans votre atelier. Absolument. Donc, et puis, j'ai la chance d'avoir 2 assistants qui ont aussi des visages et des tenues qui iraient très bien dans les tableaux de l'époque. Donc des outils anciens, des techniques anciennes et toujours cet effort, disons, de reproduire des procédés hérités de l'histoire. J'en conclus donc que la recherche en lutherie, elle se fait en regardant en arrière, en remontant l'histoire. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous faire sauter au plafond. Claude Lebet, est-ce qu'il y a une place dans votre artisanat pour les avancées technologiques de notre époque ? Vous savez, vous n'êtes pas le premier à me l'avoir posé, parce que moi je suis chaudefonnier d'origine dans une ville où la technique, où la machine a beaucoup d'importance. Et c'est vrai qu'on a essayé depuis très longtemps, déjà au 19e siècle, de mécaniser, aujourd'hui d'informatiser tout ça. Mais nous, on a la chance d'aller dans la forêt, choisir les arbres, couper et arriver au stade final du violon après 10 ans de séchage. Donc, quelque part, ce métier-là, on doit le préserver de tout ça. Et en plus, c'est inutile. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des recherches, des progrès techniques pour la restauration, par exemple, qui sont très importants, les nouveaux produits, des techniques comme la résonance magnétique qui permet d'analyser ce qui se passe à l'intérieur d'un instrument sans devoir l'ouvrir et le démonter. Tout ça, on les utilise bien sûr, parce que c'est des avancées techniques, mais pour l'intervention elle-même sur le violon,
rien ne vaut une très bonne main, un très bon œil et beaucoup d'intelligence primaire, si vous voulez, d'intelligence, de pragmatisme, quoi, et d'empirisme. Merci Claude Lebet. Je rappelle donc le titre de votre livre, Roma e i suoi loitari, excusez-moi pour la prononciation un petit peu douteuse, paru à Rome aux éditions Roma Barocca en 2007. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Et j'ajoute également que le festival Fleur et Sens se poursuit ce soir au domaine du Château-Vieux à Satigny, près de Genève, à 18h. Un concert-conférence en compagnie de la musicologue Federica Rusconi et l'interprétation également des sonates extraites de l'opus 4 de Francesco Geminiani avec Liana Mosca au violon, Giorgio Paronuzzi au clavecin et Antonio Mosca au violoncelle, signalant également la présence pour ce concert de Claude Lebet. Article 43 de la cinéaste Denise Gillian sera projeté demain dans le cadre du festival international Vision du réel, un festival à suivre jusqu'à mercredi prochain à Nyon. Le documentaire de Denise Gillian relate l'aventure de l'atelier cinéma qu'elle a animé pendant 1 an aux établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe dans le canton de Vaud. Un atelier qui a donné lieu à la réalisation de 5 courts-métrages, donc réalisés par des détenus, des courts-métrages qui seront d'ailleurs également projetés à Nyon. Mais Article 43 est un film tourné sur fond de contraintes carcérale et cinématographique donc, mais ce n'est pas juste un making-of de cette expérience singulière. On écoute Denise Gillian au micro de Nicole Duparc. Ça devait l'être au départ. Au départ, ça devait simplement être un atelier cinéma qui permette à des détenus de réaliser leur propre film documentaire. Puis en cours de route, les choses se sont avérées suffisamment intéressantes pour qu'on sorte nous-mêmes une caméra. Mais le but était effectivement de faire un making-of. Et puis ensuite, de fil en aiguille, le sujet étant vraiment profond et puis les personnalités se révélant au fil du temps, je me suis dit mais c'est trop dommage de ne pas en faire un vrai documentaire. Et c'est devenu un 90 minutes. Il y a le dispositif cinématographique d'une part, et d'autre part, il y a le dispositif pénitentiaire, et on le voit tout au long du film, qui est évidemment très lourd. Mais pourtant, ce que vous mettez en évidence, c'est la contrainte qui peut-être rassemble ces deux univers, une contrainte qui, dites-vous, doit être valorisée. Et c'est ce que vous avez fait lors de ce travail avec les détenus sur les films des uns et des autres. Alors, je pense que l'acte créatif en tant que tel est plein de contraintes. Même si on fait des films à l'extérieur ou de la peinture, il n'y a pas besoin d'être en prison pour être sous contrainte. Alors là, c'est vrai que le challenge en animant un atelier créatif en prison était double. Et c'est vrai que c'est ça, entre autres, qui me motivait. Comment est-ce qu'on réactive une créativité libre, entre guillemets, dans un univers où même le mot liberté n'a plus de sens. Et j'ai trouvé absolument passionnant et très instructif comment les détenus eux-mêmes s'empoignaient de l'outil cinéma, avec, au final, je trouve une très belle liberté de parole. Et la contrainte, ça a posé problème à un moment donné. J'ai eu peur à un moment qu'on doive arrêter l'atelier, parce que trop de contraintes faisaient aussi qu'on était peut-être par moments démotivés. Mais au final, en allant en deçà de cette problématique-là, je trouve que ces films respirent d'une forme de liberté magnifique. Alors, on voit aussi dans le film, évidemment, toutes les contraintes, notamment une scène où vous voulez sortir des photos que vous prenez. Il y a, je crois, 500 photos et on vous autorise à sortir, je crois, 200 ou 300 photos, donc une sur deux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a censure sur telle ou telle photo, par exemple ? Alors, il y a censure sur absolument tout ce qui sort de la prison. Donc, on a pu protéger une parole libre à l'intérieur en demandant à la direction de ne pas voir ni les écrits des détenus, ni leurs rushs, de n'avoir un droit de regard que ce qui allait sortir à l'extérieur. Donc ça, c'était fondamental pour pouvoir créer librement. Et ça a été la même chose pour mon film. Mais petit à petit, tout a été très progressif. Mais finalement, la direction avait le droit de regard sur toute image émise à l'extérieur, mais évidemment pas sur les rushs elles-mêmes. Donc là, il y a eu une sorte de contrat de confiance formaté sous forme de contrat écrit également, bien entendu, mais qui a fait que j'ai pu tourner relativement librement tout ce que je souhaitais, moyennant ce droit de regard. Et jusqu'à il y a 1 mois encore, jusqu'à mi-mars, je ne savais pas si je pouvais sortir le film ou pas. Donc ça veut dire quand même de notre part une prise de risque, l'acceptation d'une prise de risque assez phénoménale, quoi. Alors, du côté de la prison, de la hiérarchie pénitentiaire, il y a 2 personnages, Marco qui joue l'interface et puis un des surveillants responsables de la télévision interne de la prison, qui va d'ailleurs démissionner dans des conditions que vous ne vous expliquez pas très bien dans le film, qui demeurent un peu mystérieuses et qui à un moment a compromis le projet même de l'atelier. En revanche, la direction de la prison reste invisible.
Moi, j'ai filmé mon atelier, ça veut dire que j'ai filmé toutes les personnes qui sont venues nous voir, nous rencontrer, qui avaient quelque chose à faire avec nous. La direction n'est pas venue sur le terrain. Donc voilà, donc les 2 représentants de la prison sur le terrain, c'était les 2 surveillants, chefs des animations que vous citez. Et ensuite, c'était vraiment un documentaire du réel où j'observais une situation. C'était pas une enquête, donc je ne suis pas allée faire des interviews des gens qui ne venaient pas nous voir. C'est pour ça que la direction ne figure pas dans le film. Il y a 2 mouvements dans le film. D'une part, le processus du film lui-même, et on suit toutes les étapes. Et puis d'autre part, il y a le processus, je dirais, de ce fameux article 33 qui donne son nom au film. Alors, il faut peut-être préciser l'enjeu de cet article 43 qui est en arrière-plan, je dirais, de toutes les images. Alors, on a découvert en cours de route, et on ne le savait vraiment pas au départ, c'est une circonstance intéressante, c'est qu'en fait, plusieurs détenus de notre groupe étaient soumis à l'article 43, qui est une mesure d'internement qu'on met à des gens considérés comme dangereux ou psychiquement fragiles. Donc, c'est une sanction en plus de la peine carcérale qui peut être levée d'année en année selon expertise des psychiatres. Et moyennant l'accord de plusieurs commissions. Donc en fait, on a découvert qu'en cours de route, plusieurs de nos détenus étaient rejugés parce que le code pénal avait changé et ce fameux article 43 devient un article 59 ou 64. Enfin, là, je n'entre pas dans les détails parce que c'est terriblement compliqué. Mais enfin, ça veut dire qu'il y avait vraiment un suspense, un enjeu, mais extraordinairement important pour eux au moment où ils faisaient leur film, parce que l'enjeu c'était soit ils étaient libérés à la barre, quasiment, ce qui est advenu pour l'un d'entre eux, soit ils se reprennent un article qui veut dire qu'en tout cas pendant 1 an, voire 5 ans, ils sont encore incarcérés. Et ça, c'est valable aussi pour des gens qui ont fini leur peine. Dans le groupe, par exemple, quelqu'un s'est pris 2 ans de prison, ça fait 11 ans qu'il est incarcéré, parce que ce fameux article 43 est maintenu. Donc l'enjeu était phénoménal et c'était du coup impossible de ne pas en parler dans le film, parce que c'est leur réalité quotidienne, bien plus que le cinéma finalement. Alors, Denise Gillian, vous aviez mis, vous, une condition de départ qui était de ne rien savoir des raisons pour lesquelles ces hommes étaient en prison. Sauf qu'à la fin du film, vous leur posez, de façon plus ou moins indirecte, mais vous leur posez quand même la question, pourquoi ? Bon, alors là, moi, j'étais entre 2 feux, j'avais 2 casquettes. J'étais d'une part animatrice de l'atelier, dans le cadre duquel c'était très important pour moi de leur donner le droit à tous d'être des hommes nouveaux. Et ça a passé par établir des règles du jeu pour tous les intervenants cinéastes, étant de ne jamais poser de questions sur le passé de ces personnes. Et ça permettait vraiment d'être libre dans la relation, déjà, parce qu'on ne travaille pas de la même façon si on sait quels délits ont été commis que si on ne sait rien. Et ça leur permettait surtout à eux d'être qui ils sont aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une valeur que je défends, le droit au changement pour tous. Et puis ensuite, il y avait l'enjeu par rapport à mon film, où on ne peut pas, je crois, jouer avec le public de cette façon-là. On ne peut pas passer 1h30, 90 minutes avec des détenus dans un pénitencier sans jamais aborder les délits. D'autant plus que je pense que ça les aurait desservis si je n'avais pas parlé de ça. Parce que le fantasme ou l'imagination, souvent, est pire que la simple vérité dite avec des mots. En plus, qu'ils assument merveilleusement bien, parce que les 3 personnages qui parlent de leurs délits le font en regardant droit dans les yeux l'objectif de la caméra, et vraiment sans fausse pudeur. Donc voilà, j'étais prise entre ces 2 feux, et du coup, pour nourrir suffisamment le documentaire et ne pas complètement frustrer le public, j'ai posé la question du délit, mais je l'ai posée alors que leur film était terminé. Alors pour certains d'entre eux, j'ai eu le sentiment qu'ils avaient besoin de parler de leur délit et de leur passé, parce que c'est, j'imagine, très difficile de travailler avec des gens tout en se disant, mais ils ne connaissent qu'une partie de moi-même. Est-ce qu'ils pourraient travailler avec moi s'ils savaient tout de moi? Et c'était très fort, notamment chez Pierre, chez l'un d'entre eux, qui tout de suite, quand on a commencé les moments de montage, qui sont des moments quand même de grands échanges, parce qu'on est 8 heures d'affilée dans la même pièce, côte à côte, donc il y a vraiment de la place pour le dialogue. Donc lui, spontanément, s'est mis à tout raconter. Ce qu'il avait fait, comment il voyait la prison, etc. Et je pense que c'était dur pour lui d'affronter ce regard, alors qu'on n'est ni des psys, ni des juristes, on n'a aucun lien affectif avec lui. Je pense que c'est la première fois qu'il avait quelqu'un de neutre, entre guillemets, quelqu'un à qui se confier, et il cherchait le miroir, définitivement.
Denise Gillian, vous êtes l'une des protagonistes du film. On vous voit donc à l'image en train d'animer les ateliers. Et vous le dites à un certain moment, la prison, enfin on ne sort pas indemne de cette expérience. La prison, ça marque même si on en sort libre chaque jour dans ses allers et retours. Mais vous restez assez pudique sur cette empreinte-là. Quelle est-elle ? Alors, j'avais pas envie de m'étaler là-dessus dans le film, d'où cette pudeur, mais c'est vrai qu'on ne sort pas indemne, et moi j'ai l'impression que la prison c'est gravé dans ma chair, qu'il y a quelque chose comme ça, même en vivant que 7-8 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme par rapport à un détenu. On y était 2 soirs par semaine, 3h30, pendant 1 an. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le corps, qui est de l'ordre de la peur, par exemple. Moi, une de mes peurs, c'était que ça brûle et qu'on reste enfermé parce que les gardiens nous auraient oubliés ou ne seraient pas venus ouvrir à temps. Il y a une dépendance corporelle, en fait, à l'autre, à celui qui détient les clés, qui est extrêmement difficile. Alors même, justement, quand on sait que 3h30 après, on peut ressortir, ce qui est extrêmement privilégié par rapport à un détenu, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se modifie en profondeur. Il y a quelqu'un ? Buenas tardes, caballero. Voilà, on part comme ça. Silence. On va aller chercher le cadre. On tourne. Plus bas, Patrick, plus bas. À l'école, en fait, c'était assez spécial. S'ils sont prêts, vous dites moteur. Chaque fois que le prof entrait en classe... Mais il faut qu'ils me le disent qu'ils sont prêts. Oui, mais moi j'attends Patrick, j'ai dit silence, on tourne. De nous rasseoir. Caméra tourne. Non. On va dire moteur, vous seriez prêts. Ok, Silence. moi, à l'école, en fait, Action. l'un après l'autre et tout, en fait. Silence, on tourne. Plus près, attendez, on plus n'est près, pas Patrick. Action. Non. Ça c'est vous qui devez vérifier. c'est lourd, c'est pas dans le protocole. Non. La cinéaste Denise Gillian à propos de Article 43, un film à voir demain à 13h30 à Vision du Réel à Nyon. Quant aux 5 courts-métrages réalisés donc intramuros par les détenus des établissements pénitentiaires, ils seront projetés demain également à 17h30. La projection sera d'ailleurs suivie d'un débat en présence de Denise Gillian et d'Anne-Laure Sailly, productrice de L'œil ouvert en prison. Il est 12h25, vous écoutez Espace 2, du temps et de l'instant. C'est le titre d'un concert proposé demain soir à 17h à l'abbaye de Beaumont par la famille Saval. C'est d'ailleurs également le titre d'un disque qui a été produit il y a quelques années chez Aliavox. Donc la chanteuse Montserrat Figueras, Jordi Saval évidemment à la viole de gambe, Ariana Saval à la harpe, Ferran Saval au théorbe et Pedro Esteban aux percussions. Des musiques qui vont faire voyager les auditeurs du 9e au 15e siècle, de l'Espagne au Mexique en passant par Israël ou l'Afghanistan. Un programme éclectique donc avec en plus la succession de moments écrits et d'autres improvisés. Jordi Saval nous avait plutôt habitués à des disques centrés sur un compositeur ou alors une époque. On va l'écouter au téléphone d'Alexandre Barlet, justement pour savoir s'il y a derrière cette programmation une volonté de rompre avec une certaine systématique. Écoutez, non, ça c'est venu d'une façon tout à fait naturelle. On a été invité à faire un concert dans un village où on passait les vacances. On n'avait jamais fait de concert en famille parce qu'on a tenu toujours à garder nos enfants dans leur propre domaine sans les donner l'impression qu'on voulait les diriger d'une manière ou d'une autre. Ce concert était merveilleux et on s'est dit que c'était bien peut-être de montrer qu'une famille pouvait s'entendre tout en gardant chacun leur goût, leur manière d'être et c'était une façon de dire voilà, nous ouvrons notre vie familiale dans la musique, dans ces programmes. Qui est construit avec une dénominateur commun, c'est l'établissement de ponts qui est la constante dans tous les programmes. C'est des ponts entre les musiques anciennes et les musiques du monde, c'est des ponts entre l'Orient et l'Occident, c'est des ponts entre les générations et entre la musique écrite et la musique de tradition orale. Donc, c'est un programme qui a malgré une grande diversité, a cette cohérence du vécu. En gros, pour créer ce programme, vous avez le choix sur 9 siècles de musique, 2 ou 3 continents, des traditions grecques ou occidentales, mexicaines, afghanes, israéliennes. Comment est-ce qu'on choisit dans cette... Écoutez, c'est très simple. Imaginez-vous une soirée et que vous êtes avec des amis et vous chantez, vous jouez les pièces qui vous tiennent au corps en ce moment. Il n'y a pas c'est pas un programme dans lequel on veut montrer tout ce qu'on peut faire, tout
sait qu'on est capable de faire. C'est un programme qui se fait dans l'intimité et on chante les musiques qui nous touchent, on joue les musiques qui ne sont les plus intimes. C'est un programme dans lequel la vie intime des musiciens et d'une famille se découle tout à fait naturellement. Oui, je voulais rebondir sur ce mot. Vous parlez d'intimité et en parcourant ce disque, on entend beaucoup de douceur, de moments murmurés, de phrases suggérées dans ce programme. C'est une volonté d'être plutôt dans ce climat de quelque chose en fait de très proche, de très sensible comme ça. Absolument, justement parce que je pense que les relations entre parents et enfants sont des relations merveilleuses, mais très fragiles aussi. Ce sont des relations dans lesquelles, à chaque instant, tout ce qui est passé dans la vie précédente, dans la vie découlée, peut avoir une incidence sur ce qu'on fait. Donc, ce sont des programmes dans lesquels on tient énormément à garder cette atmosphère d'harmonie qui est absolument indispensable pour que chacun puisse s'exprimer en toute liberté. Je me posais justement la question de l'harmonie familiale. La famille Saval, donc on précise votre femme, votre fille et votre fils, c'est une micro-société démocratique et égalitaire ou bien vous êtes le pater... Vous savez, la démocratie en art, ça n'existe pas. Donc vous êtes le pater familias et le chef d'orchestre de toutes ces rencontres ? Absolument pas. Non, aussi, dans une famille, celui qui a le moins d'autorité, c'est le père. Vous le savez très bien, ça, j'imagine. Écoutez, non, je pense que justement, ce qui est fascinant dans une chose, un travail comme ça dans la famille, c'est que toutes les règles que vous avez utilisées dans votre vie professionnelle sont effacées d'une manière totale. C'est-à-dire que dans le travail en famille, vous avez être toujours disposé de céder, d'écouter, de dialoguer d'une manière tout à fait différente de celle que je fais quand je travaille avec mon orchestre, avec mon ensemble professionnel. C'est tout à fait une autre dimension. Mais c'est une dimension qui vous permet aussi de saisir des choses parce qu'elles sont libres. Tandis que si vous imposez un canon, ces choses ne sortiraient pas. Et c'est ça qui est merveilleux. On dit toujours avec mon épouse que justement le fait de pouvoir faire ces concerts en famille nous a appris énormément sur la manière de dialoguer avec nos enfants. Eh ben, c'est une très belle conclusion que vous nous offrez là. Merci beaucoup, Jordi Saval, d'avoir passé cet instant avec nous. On se quitte avec une petite musique. Dites-moi deux mots, peut-être j'ai choisi la dernière plage de ce disque, Sentirete una canzonetta de Tarquinio Merula. Vous êtes tous réunis pour cette plage de musique. C'est une célébration, c'est une pièce gaie dans laquelle on chante la joie de l'amour, la joie et c'est une pièce dans laquelle ce compositeur magnifique qui est Tarquinio Merula utilise une chanson aussi populaire de l'époque pour construire son poème. Et c'est ça qu'on aime montrer que toujours dans toutes les époques, les compositeurs étaient aussi liés aux traditions populaires qui étaient toujours porteuse d'émotions et de beauté aussi. Merci beaucoup, Jordi Saval. Merci à vous. Quelques petites mesures de Sentirete una canzonetta, écoutez une chansonnette de Tarquinio Merula derrière la voix de Jordi Saval ici au téléphone d'Alexandre Barlet. Du temps et de l'instant par la famille Saval et Pedro Esteban aux percussions, un concert à voir et à entendre demain dimanche à 17h dans le cadre magnifique de l'abbaye de Bonmont. Alexandre Barlet, bonjour. Bonjour Yves. Et vous avez mis votre plus belle cravate hier soir pour un véritable marathon lyrique à Lausanne. Conférence de presse au foyer de l'Opéra, suivie par une première attendue, Giulio Cesare, Jules César de Georg Friedrich Händel au Métropole à Lausanne, avec notamment le célèbre contre-ténor Andreas Scholl dans le rôle titre. Alors j'aimerais bien que vous commenciez par nous parler peut-être un peu du spectacle. Est-ce que César et Cléopâtre sont bien tombés dans les bras l'un de l'autre ? Mais oui Yves, pour une fois c'est un opéra qui finit bien, même si on met quand même 3 heures et quelques pour arriver jusqu'au happy end. Une très belle distribution, m'a-t-il semblé, dont nous parlera plus en détail Paul-André Demierre dans Dardar lundi. Disons à chaud, surtout que Andreas Scholl a une voix toujours aussi ronde, douce, musicale, même s'il est un acteur relativement moyen. Disons surtout aussi qu'il était très bien entouré. Dans le rôle de Sextus, Max Emanuel Cencic, qui est déjà une star et qui tient avec énergie un rôle qui est incroyablement tendu,
et aigu. Mais pour moi, la plus belle découverte, toujours dans ce rayon contre-ténor, il y en a 4 sur la scène du Métropole, c'est le jeune Christophe Dumaux, un Français qui n'a pas 30 ans, qui ne fait pas tout à fait ses débuts. Il a déjà chanté au Grand Théâtre de Genève, à l'Opéra de Paris, au Metropolitan de New York. Il interprète le vilain Ptolémée et il joue ce personnage sexuellement ambigu, on va dire. Et on y croit tout à fait parce qu'il occupe l'espace sonore aussi, une voix sûre, splendide, c'est plein de couleurs, c'est vraiment très très bien. Du côté féminin, Cornelia, interprétée par Charlotte Helle-Kant, m'a paru hier soir un petit peu fatiguée, ce qui était par contre, pas du tout le cas de Helena de la Merced qui fait Cléopâtre habile, espiègle, assez sexy comme ça, et un grand registre de soprano vraiment très très bien maîtrisé. Alexandre, la mise en scène de ces opéras baroques qui sont souvent longs et assez statiques incite souvent les metteurs en scène à faire preuve d'une imagination, disons, un peu débridée. C'est le cas ici ? Non, pas de délire du tout ici, ni de combat de chars, ni de missiles nucléaires. C'est assez sobre avec un décor d'Égypte antique qui aurait été revisité au XVIIIe siècle. Rien de prodigieusement inventif, mais rien qui ne parasite ni l'action ni le chant. Et c'est un peu ce qu'on demande en premier à ce type de réalisation. Et la musique, donc, l'orchestre de chambre de Lausanne, qu'est-ce qu'on peut dire de cet orchestre et de son chef Ottavio Dantone ? Que du bien, c'est un travail assez incroyable. On croit d'ailleurs dans les sonorités que c'est un vrai orchestre baroque avec des cordes en boyau. C'est souple, rapide, agile, phrasé, élégant. Il y a un solo de cordes notamment qui est incroyable, des nuances réglées au millimètre. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un énorme travail qui a été réalisé à ce niveau avec des musiciens qui ont surtout complètement adhéré à cette esthétique. On rappelle que Ottavio Dantone, c'est vraiment un très grand chef et très grand claveciniste italien. Donc un spectacle à voir et à entendre, vous le conseillez ? Oui, mais il faut vous dépêcher. La représentation de demain est complète. Il reste peu de place pour les représentations de mercredi et de vendredi prochain. Merci Alexandre. Alors parlons un peu du futur maintenant. Que nous réserve l'Opéra de Lausanne pour la saison prochaine ? Alors avant tout, une deuxième saison hors de ses murs naturels pour cause de rénovation complète, côté scène et coulisses de l'opéra. Il y aura 6 titres, 6 opéras et un opéra en version de concert, une saison on va dire sans risque. 4 titres qui ne sont pas tout à fait des inconnus au bataillon lyrique. Écoutez, La Traviata de Verdi, La Belle Hélène d'Offenbach, Madame Butterfly de Puccini et Le Barbier de Séville de Rossini. Oui, donc des titres d'œuvres connus de toutes et de tous. Est-ce qu'Éric Vigier, qui est le directeur de l'opéra, ressent l'obligation de programmer des œuvres aussi consensuelles ? Alors, ce qu'il a plaidé hier dans sa conférence de presse, c'est que c'était pour lui une obligation morale et financière. L'Opéra de Lausanne, nomade durant 4 saisons, ne peut se permettre de perdre son public en route. Les impératifs logistiques à ces déménagements incessants rabotent le budget. Ça coûte 1 million par année de faire de l'opéra hors de ses murs. Et on rappelle que l'institution lyrique lausannoise tourne sur une enveloppe de 12 millions de francs suisses. C'est presque 5 fois moins que le Grand Théâtre de Genève. Quant à l'obligation morale, Vigier disait hier que le public d'opéra doit encore s'ouvrir à ceux qui n'en ont pas les moyens, aux jeunes et plus généralement à ceux qui croient encore et toujours que les temples du lyrique sont réservés aux seuls initiés de cette étrange secte. Et puis comme l'argent c'est le nerf de la guerre, contrairement au Grand Théâtre ou au Montreux Jazz qui a défrayé la chronique il y a un jour de cela, les prix n'augmentent pas à Lausanne. Maximum 130 francs, minimum 15 francs. 15 francs ça devient moins cher que le cinéma. Alors Traviata, Belle Hélène, Butterfly et Le Barbier, est-ce que ces propositions vont être complétées par des titres un peu plus exotiques peut-être ? Oui, exactement. L'exotisme sera espagnol en 2009 avec un opéra pour enfants, une chose très très jolie, Le Chaboté de Javier Monsalvatch. Et surtout, pour la première fois à Lausanne, sans doute pour la première fois dans une nouvelle production dans un théâtre en Suisse, une véritable zarzuela. C'est le genre espagnol lyrique par excellence. Ce sera Pan y Toros de Barbieri avec des pépitas, des castagnettes, du Rioja qui va couler à flot. Tout ça à vivre dans une année exactement. On espère qu'il fera beau. Merci Alexandre pour cette présentation donc, de la nouvelle saison lyrique de l'Opéra de Lausanne. Et je vous rappelle qu'il reste quelques places disponibles pour le Giulio César et de Handel à la salle Métropole pour les représentations des 23 et 25 avril, c'est-à-dire mercredi et vendredi prochain. Et il est 12h37 sur Espace 2, un dossier théâtre aujourd'hui au sujet de 12 oiseaux de jeunesse, une pièce de Tennessee Williams proposée à la Comédie de Genève jusqu'au 27 avril dans une mise en scène d'Andrea Novikov, un dossier proposé par Marc Berman en nouvelle diffusion.
la Comédie de Genève depuis une semaine, 12 oiseaux de jeunesse de Tennessee Williams, qui fait aujourd'hui l'objet de notre dossier cinéma. Le lapsus est de choix, Marc Berman, puisque Bravo. c'est justement toute l'ambiguïté entre le théâtre et le cinéma que met en scène, que discute le réalisateur de cette production, le metteur en scène Andrea Novikov. Voilà, Andrea Novikov, effectivement, nous amène bien au théâtre, mais on est aussi un petit peu au cinéma avec un dispositif très particulier. Il fait dialoguer de façon extrêmement habile et spectaculaire les comédiens sur le plateau. Yvette Terola, qui joue une vieille star droguée et décatie, et Franck Sémollet, gigolo et comédien raté. Il fait dialoguer ces personnages avec des séquences cinématographiques qu'il projette sur un immense décor mouvant qui fonctionne un peu comme un prisme du coup. Bon, ça on l'entendra tout à l'heure. Andrea Novikov, on va revenir longuement parce que c'est vraiment l'enjeu total du spectacle, pratique une véritable expérimentation avec l'imaginaire du spectateur de théâtre confronté à la puissance de frappe du cinéma. Et ça, c'est effectivement tout l'enjeu de 12 oiseaux de jeunesse. Alors, sur Tennessee Williams, peut-être quelques mots. On pense à ses textes célèbres, Entre un moineau et mes désirs, La chatte sur un toit brûlant, La ménagerie de verre, mais pas tellement ce 12 oiseaux de jeunesse. Non, mais, et pourtant, c'est une pièce qui a connu un très grand succès à l'époque, dans la mise en scène à Broadway d'Elia Kazan, c'était en 59. Un succès cinématographique également, avec le film que Richard Brooks a tourné en 62 avec Paul Newman. Mais effectivement, c'est une pièce qui n'est pas entrée dans la légende. Et d'après Pedro Jiménez, le dramaturge qui a travaillé sur ce spectacle avec Andrea Novikov, ça viendrait peut-être de la bizarrerie de ce texte. D'ailleurs, Williams a repris ce texte pendant une dizaine d'années, et qu'il a d'ailleurs ce texte a toujours laissé insatisfait. Et quand on lit cette pièce, on voit bien qu'elle est mal fichue, que Tennessee Williams a tenté de raccommoder deux histoires qui en fait n'ont pas de rapport entre elles. Il a essayé d'en faire une seule, mais ça ne marche pas. C'est quoi ces histoires ? Bon, en gros, et pour faire assez court, parce que bon, c'est assez intriqué, on a l'histoire de cette vieille star décatie et de son gigolo qui s'entre-dévore dans une chambre d'hôtel. Et parallèlement, on a l'histoire de ce leader politique, Boss Finlay, raciste à Saint-Cloud, dont les hommes castrent les noirs qui couchent avec des blanches. Le seul lien, finalement, entre ces deux mondes, le monde du cinéma hollywoodien qui dévore les êtres humains et ce monde raciste du sud des États-Unis, tient du fait que l'ancienne petite amie du gigolo, Chen Swain, est la fille de Boss Finlay. Ouais, c'est un peu mince. Ouais, c'est très ténu. Et puis surtout, les différentes parties du texte ne communiquent pas les unes avec les autres. Ça, c'est très frappant. On a une première partie dans la chambre d'hôtel avec les deux stars, une deuxième partie dans le village, et une troisième partie qui n'a rien à voir avec les deux autres. Enfin, je veux dire, c'est bon. Alors, pourquoi est-ce que Williams a absolument voulu maintenir ensemble ces deux histoires ? Finalement, quelle est l'importance de cet univers politique qu'il tente de maintenir autour de sa réflexion sur le monde du cinéma hollywoodien et de la jeunesse ? On écoute Pedro Jiménez, dramaturge. Je pense que c'est important parce que ça contribue à cette sorte d'atmosphère mortifère qui domine la pièce. C'est un texte qui évoque la mort de la mère, c'est un texte qui évoque la stérilité de la jeune fiancée, c'est un texte qui évoque la perte de la jeunesse de la vieille star déchue, c'est un texte qui évoque la perte progressive de la jeunesse du jeune gigolo lui-même. Et c'est un texte qui évoque la castration de certains hommes noirs qui ont couché avec des femmes blanches. Donc c'est un texte qui est rempli d'allusions mortifères, c'est un texte qui est constamment en train d'évoquer tout ce qui, dans le monde qui nous entoure, est prêt à nous détruire. Et c'est justement cette toile de fond très noire qui offre le contrepoint parfait à ce qui se joue justement et qui est effectivement central entre la princesse et Chance autour de la question du rapport à la célébrité, de la question de l'autoreprésentation, la représentation, puisqu'il y a là le contrepoint intéressant qui pointe la vanité de ces personnages, qu'ils soient placés devant cette toile de fond qui dit non, mais regardez le monde là dehors, comment il gronde, c'est qu'il se passe vraiment là, la vraie destruction qui a lieu. Quelle vanité de prétendre placer au centre la destruction de nos égos par rapport à la gloire que nous avons ou que nous n'avons pas. C'est comme passer du journal télévisé avec les images, je ne sais pas, aujourd'hui ce ne sera pas le Rwanda, mais ce sera le Darfour, et l'instant d'après être dans le château de la Star Academy.
On a l'impression qu'effectivement, une fois qu'on est dans le château de la Star Academy, le Darfour n'existe pas. Et alors, toute proportion gardée, ce qui se passe dans la chambre d'hôtel entre Chance Wayne et la princesse Cosmonopolis est aussi éloigné de ce qui se passe dans la ville de St. Cloud, où on attrape des Noirs au hasard dans la rue pour les castrer, que pour les candidats de la Starac, ce qui se passe, je dis Darfour, mais j'aurais pu dire la banlieue nord de Paris, disons. Pedro Jiménez, à votre micro, Marc Berman, le dramaturge de ce spectacle 12 oiseaux de jeunesse. Et là, le lien avec la réalité est omniprésent, en tout cas dans son discours, le lien avec notre époque saturée d'images. Oui, et ce que je trouve intéressant dans l'élaboration de cette pièce, c'est que le défaut de structure de ce texte de Tennessee Williams est utilisé pour développer cette problématique. Andrea Novikov articule les deux univers mis en jeu par 12 oiseaux de jeunesse, à savoir le monde du cinéma hollywoodien et l'atmosphère Ku Klux Klan de St. Cloud, en utilisant la technique du cinéma et la technique du théâtre. En fait, il donne une unité dramaturgique au spectacle, mais en plus, il pousse à un degré extrême le questionnement sur la force de l'image et plus particulièrement sur la force du cinéma. Mais alors concrètement, comment ça se passe ? Alors ce qu'on voit concrètement durant tout le spectacle, Andrea Novikov met à l'épreuve notre imaginaire de spectateur en oscillant entre cinéma et théâtre. Dans 12 oiseaux de jeunesse, tout le théâtre devient écran. Un écran qui fonctionne comme un prisme. Chaque face du décor qui bouge devient un espace de projection. Andrea Novikov amplifie les voix, il amplifie certains sons qui du coup deviennent très proches alors qu'ils sont infimes en réalité. Il pratique le gros plan, chose impossible au théâtre, et il confronte sans arrêt les deux techniques. Du coup, théâtre et cinéma permettent de véritablement aussi articuler les parties du texte qui normalement sont désarticulées dans le texte de Williams, en jouant sur des registres différents. Mais en réalité, ce n'est pas tout, et on va voir quel est l'essentiel avec Andrea Novikov. Pourquoi a-t-il voulu jouer avec cette frontière entre cinéma et théâtre ? On l'écoute. En effet, c'est une question avant tout de spectateur. Je vais au cinéma, je vais au théâtre, et je me suis toujours posé la question, quelle est la différence, ça veut dire, quelle est la perception ? Et je crois que fondamentalement, j'ai comme l'impression que c'est une question de le rapport avec notre imaginaire de spectateur. Si je vais même jusqu'à la lecture d'un roman implique des signes graphiques sur une page blanche et au moins 80%, voire 90% de travail de l'imaginaire de celui qui est en train de lire. Donc c'est un art qui demande une énorme participation du spectateur, du lecteur, mais du spectateur du livre. Le théâtre, je dirais qu'il se situe à mi-chemin, on pourrait dire 50-50, juste pour faire... Donc, quelque part, il y a un monde qui est évoqué sur une scène, avec certains détails, de décors peut-être, qui évoque une partie de l'univers, mais ça ne peut jamais être complet, n'a pas la force, n'a pas les possibilités, le moyen, le théâtre d'évoquer le tout. Et d'ailleurs, ça ne vaut pas la peine qu'il le fasse. C'est grâce aux mots du comédien, grâce à un trait de lumière dans un espace, nous, en tant que spectateurs, on voit la partie qui manque. Mais on participe, disons, 50%. Ça dépend évidemment des styles de théâtre et des formules. Et c'est un gros questionnement. Donc, est-ce qu'on met encore des décors ? Est-ce que ça vaut la peine encore, par exemple, de mettre un décor au théâtre en sachant que nous, on va pas y croire parce qu'on est habitué au cinéma. Et donc, si on met une chambre avec des murs, avec une porte, on sait que c'est du faux, on n'y croit plus. On n'a plus la même perception que l'on pouvait avoir il y a 70 ans, qu'on trouvait fascinant une chambre avec des fenêtres et tout ça au théâtre. Aujourd'hui, avec le cinéma, avec ce qu'on peut voir au cinéma ou à la télé, ça fait tout de suite ridicule dans le décor de théâtre. Donc il y a un énorme questionnement aussi de la part des scénographes de théâtre. Quel est un espace ? Est-ce que ça vaut la peine encore d'essayer de montrer au théâtre une fausse réalité, ou il faut laisser au théâtre simplement la capacité d'évoquer une réalité qui n'est pas là, grâce à la voix, grâce à la lumière, grâce à des décors qui n'illustrent pas, mais qui évoquent, qui mettent en action l'imaginaire du spectateur. Le cinéma, c'est un art que j'adore, et en même temps, j'ai souvent, disons le cinéma entendu en sens vaste du terme, à part certains poètes de l'écran, c'est un art dans lequel mon imaginaire travaille, je dirais, au 10%, et encore. Et c'est un bon film hollywoodien que je vais voir un samedi soir pour me vider la tête. Et je dis justement, me vider la tête, probablement mon imaginaire participe à 2%. Parfois, s'il est vraiment conçu avec toutes les règles d'un système hollywoodien, je ne fonctionne plus. Mon imaginaire ne fonctionne plus. Donc j'ai l'impression d'être envahi. Je suis totalement rempli. Je suis fasciné d'être englouti par cet écran. Mais parfois, on a tous, je crois, vécu cette sensation de sortir totalement vidé.
un magnifique spectacle de théâtre, il n'y en a pas des tonnes, mais quand ça existe, je me sens plein, j'ai participé, j'ai créé. J'ai presque la même perception de quand je lis un roman dans mon lit, que tout d'un coup je crée ce monde, je l'invente. Donc dans cette différente façon de mettre en action l'imaginaire du spectateur, se situait le questionnement de ce spectacle. On transite par moments des images cinématographiques, disons, assez complexes, assez pleines, hein, et on revient souvent au jeu du comédien, pur, qui évoque le monde qui n'est pas là, et avec plusieurs facettes et palettes. Donc quelque part, si tout va bien, le spectateur est questionné dans son propre regard pendant qu'il regarde le spectacle. Il se trouve confronté au fait que là, il remet en action son imaginaire, et là, il l'éteint parce que l'image est plus forte. Et donc, en théorie, ça te met une question, ça te pose la question pendant que tu vois le spectacle de comment je fonctionne. Alors après, ça peut être inconscient ou conscient de la part du spectateur, mais c'est vraiment, on travaille sur son imaginaire. Ah, je veux savoir ce qui arrive à Céleste. Tu vas me le dire, oui. J'ai vraiment l'impression que les images, ils ont une telle puissance que tout d'un coup, vraiment, on peut être vraiment anéanti. Quelle est cette puissance de l'image ? Et ça, c'est une bonne question. Je crois que ça fait... Je sais pas, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça fait appel... La parole, en tout cas, c'est seulement un signe ou un son qui évoque quelque chose qui n'est pas là. Tandis que la chose vue est la chose. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des études spécifiques sur pourquoi une image... m'empêche de travailler, m'empêche de voir. C'est intéressant du bon cinéma que j'entends. Il y a le cinéma hollywoodien ou le cinéma commercial, bon cinéma. Le bon cinéma, souvent, la différence, c'est par exemple dans le temps des perceptions. Je mets un champ de maïs dans une image. Et si c'est une pub, elle dure 1 seconde. L'information est arrivée, j'ai compris. Et si je le laisse 30 secondes à l'image, je commence à dire, champ de maïs. Ah oui, c'est vrai que je me rappelle. L'été passé... J'étais avec ma copine. Et donc, tout d'un coup, c'est beaucoup dans la durée. Après 45 secondes, je dis, bon, d'accord, j'ai compris. Et après, tu commences à partir dans des souvenirs, etc. Donc, l'imaginaire s'est remis en marche. Donc, dans des montages du bon cinéma d'auteur, il y a cette perception que le spectateur peut de nouveau participer, même avec l'image, à dialoguer avec une image. Mais justement, au contraire, la publicité qui travaille sur les 2 secondes t'empêche. Donc, à la fin, tu auras vu ce qu'eux voulaient te faire voir. Travailler avec le cinéma, pour moi, en tant que metteur en scène de théâtre, est me questionner de quelle est la force et la spécificité du théâtre. Ouais. Si je continue à faire du théâtre tout simplement comme un art qui ne change pas dans un monde qui est rempli d'images, je crois que je ne serais pas contemporain, dans le sens que, pas pour être contemporain en tant que quelqu'un qui se questionne aujourd'hui quelle est la force du théâtre. Me questionner, de mettre du cinéma sur une scène, c'est m'obliger à réfléchir de qu'est-ce qui est vraiment important au théâtre. Je m'aperçois qu'avec les années, comme je disais avant, j'élimine de plus en plus de décors. Parce que je me sens que ce n'est pas là. La matière, par exemple, devient intéressante. Une matière qui n'est pas du carton-pâte, qui n'est pas du papier mâché, mais des décors, et parfois on en voit de plus, le sable, de l'eau. Des matières qu'on se dit, voilà, ça, ce n'est pas du cinéma. Vous le sentez, c'est de l'eau, c'est du sable, c'est de la pierre. Et on peut s'apercevoir, il y a pas mal de décors dans les dernières années qui commencent à être vraiment de la matière du solide. On sent le bruit réel. Le carton-pâte, voilà, on commence à l'éliminer, ou les surfaces, ou des grandes surfaces lumineuses, des choses qui peuvent avoir un impact concret sur le spectateur. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une transformation, qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on met sur une scène qui ne peut pas être mis sur un écran. Et pour le trouver, je suis obligé de passer par le cinéma. Ce n'est pas une obligation désagréable, j'aime beaucoup le cinéma, mais je suis obligé de mettre en rapport les deux. Si je ne mets pas en rapport les deux, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui est vraiment utile pour le théâtre aujourd'hui, ou qu'est-ce qui pourrait être vraiment un théâtre d'aujourd'hui. Le jeu aussi se modifie en rapport au comédien. Un jeu naturel, on peut le faire au cinéma, et d'ailleurs ça s'est développé énormément, le naturalisme, le bon jeu cinématographique, ça s'est développé énormément. Donc ça m'oblige à réfléchir, qu'est-ce que je fais sur un plateau? Est-ce que je peux jouer de la même façon sur un plateau? Est-ce que ça fait vrai? Est-ce que c'est ou peut-être c'est l'artificiel poussé plus loin, le grotesque, donc des formes, du grotesque, du mélodrame, de l'artificiel vraiment avoué
qui peut permettre à nouveau une vérité de ressurgir? Est-ce qu'on doit courir auprès du cinéma et donc essayer de jouer, comme il y a eu toute une période, il y a plein de spectacles encore comme ça, comédiens qui filment sur scène, qui parlent comme si c'était du vrai. Et moi, il y a quelque chose qui me dit, maintenant, faisons un film alors. Et c'est comme si le théâtre me demande de dire, non, laissons ça au cinéma, il peut le faire magnifiquement. Mais le théâtre, peut-être, c'est le lieu de l'artificiel. Mais ça ne veut pas dire que l'artificiel ne contient pas une vérité, on ne puisse pas évoquer une vérité. Et ça peut peut-être l'évoquer justement en passant par l'artificiel. Donc c'est notre parcours. Vérifiez juste si la mémoire t'était bien revenue. Tu te souviens de moi, venant dans ta chambre pour te faire ces massages à la crème de papaye? Bien sûr que je m'en souviens, Karl. Je m'appelle pas Karl, je m'appelle Chance. Tu te faisais appeler Karl. Mais je me balade toujours avec un nom de rechange. T'es pas un criminel au moins. Non, madame, pas moi. C'est toi qui as commis un crime fédéral. Vous avez donc tourné des séquences avec des comédiens que vous projetez sur cet immense décor dans lequel nous nous trouvons. Vous avez aussi dirigé les comédiens sur le plateau. Comment est-ce que vous avez dû changer votre regard pour diriger pendant les séquences de tournage ou pour diriger sur le plateau? C'est difficile pour moi de le dire parce que j'ai pratiqué les deux métiers. J'ai dirigé des comédiens spécifiquement pour le cinéma, dans mon parcours professionnel. Donc vraiment, il y a un questionnement précis, c'est des techniques, on ne va pas s'étaler ici, mais c'est une technique spécifique vraiment de comment on rend le vraisemblable au cinéma. Et le plateau me demande un autre type de dynamique, des autres rythmes, une portée de voix. Donc je ne maîtrise pas, je connais les deux langages. Donc quand on a tourné, on a essayé j'ai essayé de pratiquer l'art de la direction de comédien pour l'écran, pour la caméra, et sur plateau, je travaille comme habituellement sur plateau avec les comédiens. Ce qui était intéressant, où il y avait un piège, et je ne sais pas si on l'a gagné, c'est trop tôt, c'est le lendemain de la première, mais où il y avait un piège possible, c'était que peut-être si les comédiens à l'écran jouaient trop vrai, trop naturel, il y aurait eu un contraste après avec le jeu de plateau qui, pour sa propre définition, le fait qu'on doit bouger différemment, qu'on doit élargir la voix, qu'on doit porter les corps, il y aurait pu y avoir une sensation de mauvais jeu sur le plateau. Donc, ça nous est arrivé que pendant le tournage, on a tourné des scènes quand elles étaient très naturelles, très presque juste comme du bon cinéma d'aujourd'hui. On a essayé de se dire, écoutez, maintenant on la tourne encore une fois, mais un petit peu style années 50, un petit peu fausse, légèrement portée, comme si elle était légèrement dans un certain cinéma avec des temps et des voix, des choses qui on ne ferait pas dans le cinéma d'aujourd'hui, des tempos, des regards arrêtés, un cinéma des années 50. Et on avait des prises différentes, un style presque, parce qu'on ne savait pas encore comment les comédiens sur le plateau auraient joué, parce que c'était il y a un mois quelque chose. Donc Yvette Terola et Franck Semlet, ils étaient déjà en répétition, mais ils n'avaient pas atteint leur grâce de plateau. Donc on avait, si jamais, des prises différentes. Donc probablement on a essayé une combinaison et celle qu'on a pris, on a gardé plus les prises un petit peu légèrement artificielles et sur le plateau on a essayé d'amener au presque plus vrai possible les deux comédiens pour trouver un lieu de rencontre. Tout d'un coup la différence, on se dit ils sortent à l'écran, ils sortent de l'écran, mais c'est les mêmes. Et aussi là-dedans, c'était important de travailler avec l'amplification des voix. La lutte entre une voix envoyée par une image est tellement forte, la puissance de la technologie, qu'il fallait protéger les comédiens de plateau avec des HF, avec des micros. Pas forcément parce qu'ils n'ont pas la voix. Yvette Terola, elle a de la voix, bien sûr. Et Franck Semlet, bien sûr, aussi. Donc, ils ont le coffre pour tenir un plateau, mais c'est pour essayer d'équilibrer encore plus, pour créer encore plus de troubles. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui est vraiment là en chair à os sur un plateau. Il y a le personnage de Céleste, joué par Léa Polamer, qui est avant à l'écran et tout d'un coup, elle surgit en chair à os. Après 20 minutes qu'elle passe à l'écran, tout d'un coup, elle surgit réellement. Qu'évidemment, pour nous, ça raconte aussi le fait que la femme recherchée par le personnage masculin, et tout d'un coup, elle réapparaît dans sa vie. Et c'est la femme qu'il n'a pas su aimer. Et c'est l'unique chose concrète qui existait dans sa vie. Et tout d'un coup, elle est là encore concrètement, mais lui, il n'a pas su la prendre pour partir dans le monde du cinéma, des gros plans, des stars de Hollywood. Et la femme qui était là,
il n'a pas su la voir. Donc évidemment, on raconte ça aussi avec la présence réelle du comédien Charanos sur le plateau et sa absence à l'écran. Et c'est là où vous évoquez la question de la vérité que pouvait apporter le théâtre par rapport à la vérité que peut apporter le cinéma. Quand Céleste, après être passé 20 minutes sur l'écran, arrive sur le plateau et touche le visage de Chen Swain, là, il y a une vérité que l'écran ne pouvait pas donner. Tout d'un coup, ce geste devient d'une force incroyable. Je n'avais pas pensé. Voilà, c'est que le lendemain de première, on n'a jamais. Ce geste, évidemment, on l'a travaillé, mais je ne savais pas qu'il pouvait avoir de l'importance. Je pouvais inconsciemment le penser, mais je ne savais pas. Et tout d'un coup, maintenant que vous le dites, je me rends compte, ah oui, il doit y avoir quelque chose d'important là. C'est vraiment la femme qui touche le visage de l'homme, et c'est la main que lui n'a pas su profiter pour essayer d'avoir ses immenses mains à l'écran et son immense gros plan dans un film qu'un jour il veut tourner à Hollywood, etc. Ouais, peut-être là, il n'a pas su goûter ses doigts sur son visage. Qu'est-ce que le théâtre apportera au spectateur que le cinéma n'apportera jamais? Ce plaisir ludique enfantin qu'on a tous eu, c'est décider que ces petites montagnes de sable qu'on a dans le jardin est une colline énorme, il y a des châteaux, et là on peut passer des après-midi entiers. Cette incroyable capacité qu'on a eue en tant qu'enfant et que j'aimerais garder en tant qu'adulte, de transformer la réalité dans ma réalité. Comme aujourd'hui, quand on retourne dans les petits jardins où on a joué quand on était enfant, on disait, mais moi je passais des heures là, dans ces 3 mètres carrés, à jouer, mais c'est pas possible. Moi, là-dedans, j'ai vu des pays, des continents, des lacs, des châteaux. Où est-ce qu'elle est, cette capacité énorme de inventer, de créer, de transformer la réalité? Je crois que c'est un art de vivre, de transformer un lieu en quelque chose d'autre. C'est la possibilité je crois, la possibilité humaine de ne pas penser que tout ça terminera. Je sais que demain, ça termine, ma vie. Mais si je peux la transformer, ou croire que je peux la transformer, ça me donne l'envie de continuer. Sinon, j'abandonne. Le jour qu'on est conscient qu'en tout cas, on va terminer après-demain, je crois que j'abandonne. J'ai plus envie de manger, de vivre, d'aimer, de chercher. Le théâtre peut tout le temps nous rappeler que la réalité, ça se transforme avec notre regard, que ça suffit de dire que voilà, ici, la Danemark est là devant mes yeux. Et ça, c'est possible. Eux, ils le font sur le plateau. Moi, je le fais dans la salle avec eux. Donc, demain, je peux me dire que cette ville n'est pas terrible. Je peux en inventer une autre. Je peux croire que je traverse une autre ville, même si je suis en train de traverser celle-ci. Je peux tout le temps transformer la chose en une autre chose. Le dossier théâtre de Marc Berman sur Espace 2 en nouvelle